Bonjour, je suis assistante sociale depuis 1990 et j'ai travaillé jusqu'en 2002 dans un service de polyvalence de secteur où je me suis occupée de bénéficiaires du RMI. Donc j'ai travaillé pour la ville de Montreuil qui a profité de la loi sur le RMI pour essayer de faire du travail de groupe. C'était une volonté du service et on s'est dit que finalement les bénéficiaires du RMI c'était des gens souvent très isolés. Donc plutôt que de signer un contrat d'insertion comme la loi l'imposait en un quart d'heure dans un bureau où il n'aurait pas été beaucoup travaillé et où finalement les personnes seraient sorties de chez elles que pour venir voir l'assistante sociale, on a préféré créer des stages de RMI où on recevait les personnes pendant 8 jours à deux, avec des groupes en général d'une dizaine de personnes, et les 8 jours étaient consacrés à faire un état des lieux sur le parcours de la personne, qui elle était, comment elle était arrivée à devenir bénéficiaire du RMI, ce qu'elle avait envie de faire de sa vie, ce qu'elle savait déjà faire, et à partir de ce qu'elle savait déjà faire, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour qu'elle arrive à ce qu'elle voulait faire. Donc après, on essayait de détailler les étapes avec elle qu'elle avait à faire pour parvenir à son projet. Penses-tu que le contrat d'insertion soit vraiment important ? Alors, le contrat d'insertion est-il important ? Il est important déjà parce qu'il fait partie de la loi et donc on n'a pas le choix, il faut le signer. Les bénéficiaires du RMI, si elles ne signent pas de contrat d'insertion, risquent de se voir retirer le RMI. Donc en ça, il est important. Il est important pour d'autres qui ont un peu baissé les bras, qui ne croient plus en rien, et d'avoir cette obligation, ils viennent nous voir, et de travailler avec finalement cette contrainte, ils arrivent à se l'approprier pour en faire quelque chose de positif et construire un projet. Après, il y a des personnes qui avaient le RMI qui ne se plaisaient pas dans ce statut, qui avaient encore la force d'elles-mêmes de faire des démarches, et pour elles, on marquait juste dans le contrat les démarches qu'elles avaient envie de faire, mais pour elles, ça avait assez peu d'importance en fait. Mais à votre avis, qu'est-ce qui motivait ces personnes à venir à votre projet ? Ce qui les motivait, honnêtement, c'était la peur de devoir suspendre le RMI. Parce que quand on est bénéficiaire du RMI, qu'on reste seul chez soi, qu'on se sent souvent en dehors de la société, c'est extrêmement difficile de revenir dans un groupe et d'affronter le regard des autres à longueur de journée. Et de parler de son histoire, c'est très difficile aussi. On leur demandait vraiment des choses très intimes, d'aller à leur rythme, mais c'était des exercices auxquels elles n'étaient pas habituées, et je ne connais pas de personne qui soit venue volontairement et de plein gré. C'était plus parce qu'il y avait cette obligation dans la loi. Mais comment ces personnes en arrivaient à cette situation assez difficile ? Comment une personne arrivait à devenir bénéficiaire du RMI ? Chacune avait son propre parcours, souvent très difficile, très laborieux. On devient bénéficiaire du RMI. On avait des jeunes qui étaient surdiplômés, qui avaient des bacs +5, +7, +8, et qui disaient, moi j'ai étudié pendant 8 ans pour avoir un diplôme par exemple de psychologue, donc je veux travailler comme psychologue. Comme ces personnes avaient été étudiantes et n'avaient pas travaillé, elles n'avaient pas cotisé. Sans cotiser, elles n'avaient pas droit aux ACEDIC, donc elles avaient le RMI. Elles préféraient bénéficier du RMI que de prendre un emploi qui ne correspondait pas à leurs compétences et à leur diplôme. Il y avait aussi beaucoup de personnes qui avaient des gros problèmes de santé, il y avait des problèmes d'alcoolisme qui faisaient que c'était difficile de tenir un emploi. Et qu'après une longue période de chômage, certaines avaient le RMI.
il y avait toutes ces femmes qui avaient élevé les enfants, qui se séparaient et qui n'avaient droit à rien d'autre également qu'au RMI. Chacun avait sa propre histoire. Il y avait les personnes d'origine étrangère qui parlaient mal le français, qui ne l'écrivaient pas, donc qui avaient beaucoup de difficultés à trouver un emploi également, donc des profils très très différents. Et y a-t-il des personnes, y a-t-il eu beaucoup de réussite, entre les personnes avec qui vous avez travaillé dans ce projet qui ont... Alors, il y a eu des réussites, des très belles réussites. La plus belle réussite que j'ai connue, c'est une femme africaine donc, qui a assisté à une de nos sessions, qu'on a suivie pendant quelques années, qui un jour a disparu dans la nature. On l'a revue quelques années plus tard, je ne saurais pas dire si c'est 3, 4 ou 5 ans. Et elle est passée en coup de vent comme ça, en demandant à voir la collègue qui s'était occupée d'elle, pour la remercier du soutien qu'elle lui avait apporté et lui annoncer que durant son absence, elle était repartie dans son pays d'origine où elle était devenue ministre des droits de la femme. Ça, c'était la plus belle réussite. Mais pour quel pays? Un pays d'Afrique dont je me souviens plus lequel, par contre. Voilà. Après, on a eu des réussites avec des gens qui partaient avec une multitude de handicaps, comme un monsieur de 57 ans qui était analphabète, qui était au chômage depuis de longues années, qui en plus avait des gros problèmes de santé et qui nous avait dit pendant le stage: mais qu'est-ce que vous voulez que je trouve comme travail? Moi, à mon âge, j'ai aucun diplôme, j'ai rien, c'est pas la peine, j'y crois pas, et qui a trouvé un poste de gardien de stade. Qui lui a fait beaucoup de bien parce qu'en fait il ouvrait les portes, il les fermait, il surveillait que les jeunes ne dégradent rien et en fait il était très heureux en contact avec ces jeunes. Il est venu nous dire, puisque moi j'ai réussi, avec tous les handicaps que j'avais, si vous voulez, je viendrai dans vos sessions RMI dire aux gens que puisque moi j'ai réussi, eux peuvent réussir. Donc il avait envie de redonner un peu de ce qu'il avait reçu en groupe et de motiver les gens. Mais donc, y avait-il plus de réussite ou pas? Beaucoup de réussite? Est-ce qu'il y avait beaucoup de réussite? Je ne sais pas ce qu'on appelle la réussite. Si par réussite on appelle retour au travail, j'ai envie de dire pas tant que ça, malheureusement. Maintenant, je ne dirais pas que c'est forcément à cause des bénéficiaires du RMI. Moi, ce que j'ai reproché à notre travail, c'est que pendant les 8 jours où on voyait les bénéficiaires du RMI, on les remotivait, on les remobilisait. Des femmes nous disaient, maintenant, le fait de revenir et d'être confrontées au groupe, maintenant je me remaquille, je fais attention à moi. Voilà. Après, on les voyait une fois par mois pour faire le point. Ils faisaient des stages, ils faisaient les démarches qu'ils avaient marquées dans leur contrat, mais au bout du compte, comme il n'y avait pas forcément de boulot, il y a des moments où je me suis demandé si on leur mettait pas de la poudre aux yeux en leur faisant croire à un rêve inaccessible, parce que oui, eux s'engageaient dans des démarches, mais on est quand même en période de crise et en période de crise, forcément, les plus fragiles restent au banc de la société. Et voilà, mais je ne pense pas que ça soit du co-bénéficiaire du RMI. Il y a vraiment ce climat de chômage qui fait que il n'y a pas de travail pour tout le monde. D'accord. Merci beaucoup. De rien.